Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marc Brosseau, pneumologue intensiviste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et aussi médecin spécialiste coordonnateur en dons d'organes et de tissus pour le CIUS de l'Est de l'île de Montréal. C'est vraiment un honneur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la conférence annuelle de Transplant Québec qui se tient dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Cette semaine, c'est l'occasion de souligner l'importance de ce geste profondément humain, porteur d'espoir et de vie. Le thème de la conférence cette année, l'impact émotionnel du processus de don chez les proches des donneurs, nous touche particulièrement. Car derrière chaque don, il y a une histoire, une famille, une réalité souvent marquée par la douleur, mais aussi par une grande générosité. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenantes présentes aujourd'hui, Mme Chantal Verdon, infirmière et professeure titulaire à l'Université du Québec en Outaouais, qui nous partagent son expertise précieuse, ainsi que Mme Cécile Roy et Mme Nathalie Rochon, mère et sœur d'un donneur, dont le témoignage viendra certainement nous toucher droit au cœur. Au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, le don d'organes est au cœur de notre engagement envers les patients et les familles. Grâce à une collaboration étroite avec Transplant Québec, nous travaillons chaque jour à améliorer les pratiques, à sensibiliser les équipes et à soutenir les proches dans ce processus délicat. Merci d'être ici. Merci de contribuer à faire avancer cette cause essentielle. Je vous souhaite une excellente conférence, riche en réflexions et en émotions. Et sans plus tarder, je cède la parole à Lisanne Desrosiers. Merci, Dr. Brosseau. Bonjour, il me fait plaisir de vous accueillir en mon nom et en celui de Transplant Québec pour cette conférence annuelle soulignant la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. La conférence est accréditée. Un code QR sera disponible pour inscription à la fin de la conférence. Pour les participants en ligne, vous pouvez utiliser la section questions-réponses afin de poser vos questions. Il y aura une période de questions en fin de présentation. Le sujet abordé cette année en est un qui me tient particulièrement à cœur, soit celui des familles endeuillées et de leur parcours. À ce propos, nous aurons la chance d'entendre Mme Chantal Verdon, professeure au département des sciences infirmières à l'Université du Québec en Outaouais. Ses travaux portent sur les familles, la souffrance, le deuil et les relations. Elle s'intéresse particulièrement aux façons de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Madame Verdon, bonjour. De plus, deux personnes exceptionnelles, soit Mme Nathalie Rochon et Mme Cécile Roy, témoignons de leur parcours et de l'impact que le don d'organes a eu et a toujours sur leur cheminement de deuil. Celles-ci vivent toutes deux le deuil de François, décédé il y a un petit peu plus d'un an. François a sauvé la vie de 3 personnes grâce au don d'organes. Bonjour à vous deux. Je cède maintenant la parole à Mme Verdon qui nous parlera du deuil en 2025. On installe la présentation. Je me permets de vous remercier. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'être parmi vous aujourd'hui parce que parler du don d'organes, c'est parler du deuil des familles, de l'expérience qu'ils vont vivre au moment du décès d'un proche. Puis ça, pour moi, ça me tient véritablement à cœur. Ça fait plus de 30 ans que j'accompagne toujours des familles. Et mes travaux, justement, comme on l'a mentionné, portent sur ce sujet. Et de ces travaux, on a rencontré donc toutes sortes d'histoires de personnes endeuillées. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dresser comme portrait succinct. D'ores et déjà, je vous nomme que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, on va regarder ensemble rapidement la période de choc liée au deuil. Il y a vraiment des travaux. Depuis la pandémie, on a une explosion de recherches et de connaissances toutes récentes concernant le deuil. Et moi, je m'intéresse particulièrement au deuil prolongé. On va regarder ensemble comment, justement, ce rythme-là peut être différent d'un être humain à un autre. Pour nous amener à réfléchir, je vais aussi introduire la notion de paradoxe qui, à mon sens, revêt une importance capitale dans la compréhension quand on est un intervenant, mais aussi quand on est une personne endeuillée. Puis on va regarder la place des rituels, dont le don d'organes. Donc, on va pouvoir ensemble mesurer l'impact de ce processus-là dans la vie des personnes endeuillées. C'est une formation, donc on l'a mentionné tout à l'heure, ça va être diffusé un peu plus tard pour le code QR, donc soyez pas inquiets.
Euh, J'ai envie de vous dire que pour accompagner des personnes qui vivent un deuil, ce qu'on sait depuis plusieurs années, c'est que c'est vraiment une expérience qui est imprévisible et qui est changeante pour tous les êtres humains. Puis moi, je dis souvent aux intervenants, on a une étude qui avait démontré l'aisance des médecins, psychologues, travailleurs sociaux, infirmières. On a mené cette étude-là pendant la pandémie. Ils nous l'ont dit, on ne sait pas quoi leur dire, on ne sait pas qu'est-ce qui est important de leur dire. Mais on va le voir tout à l'heure, une même famille perd un proche, il n'y a pas personne qui vit ça de la même façon. Et ça, c'est important de leur mentionner parce que eux, ils se comparent entre eux. Donc, c'est une expérience qui est imprévisible, qui change dans le temps et c'est une boîte à surprises. Fait qu'à tout moment, que ce soit avant, pendant, après le décès d'un proche, ils vont vivre des réactions contradictoires. Puis pour les êtres humains, c'est quand on leur demande comment ça va, puis qu'ils vous répondent, ben ça va. Ça va être difficile de revenir après pour dire, hey, savez-vous quoi? Ça allait il y a 1 heure, mais là, ça va plus. Donc, d'où l'importance de le mentionner, puis de le savoir comme personne endeuillée. Parce que dans le temps, nous, dans nos travaux, on les voit 1 an, 2 ans, 20 ans après le décès, puis ils nous en parlent, et ça, c'est important. Nos travaux ont démontré que tout ce qui se passe à l'hôpital demeure dans la tête des gens. Ils vont vraiment repasser en boucle les événements. Donc, ce qu'on sait, c'est que tout ce qui se passe à l'hôpital va teinter la trajectoire de deuil. Peut-être pas au moment où ils sont avec vous en centre hospitalier, parce que là, je m'adresse autant à des intervenants qu'à des familles, mais entre l'annonce, le décès et à plus long terme, c'est quelque chose qui revient. Nous, on les accompagne plusieurs années après, puis souvent, on entend parfois des regrets. Je l'entends souvent, oh, on nous a demandé de faire un don d'organes, puis on a décidé que non, mais on regrette. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint beaucoup les familles, de repasser donc tous ces moments-là. Et donc, comme intervenant, c'est important qu'on le sache. Il existe plusieurs profils, donc tout ça pour nous dire qu'il existe plusieurs profils, qu'il n'y a pas personne qui réagit de la même façon. Et nous, comme intervenants, on est confrontés à ces familles et entre eux, une même famille va donc avoir différents profils. Là, j'en montre 4, mais il en existe encore plus que ça. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'on réagit selon qui on est comme individu. Donc, rapidement, vivre le deuil d'un proche qui soit anticipé ou subi, mais j'ai envie de dire que c'est la même chose parce que justement, ceux qui vont dire « Ah, faut que j'ai la chance de me préparer ben, tant que le décès n'est pas prononcé, on ne sait pas comment on va réagir. Donc, le moment du décès est une expérience qui est différente pour chacun des membres, puis il faut justement s'y arrêter comme intervenant, puis comprendre, puis le nommer aux familles. Donc, inévitablement, qu'on soit préparé ou non, ça va entraîner des réactions de deuil qui sont très différentes d'un individu. Mais au-delà de ça, c'est que souvent, nous, on les voit très longtemps après, puis ils vont dire « J'aurais aimé ça, comprendre ça avant le décès. » Ça s'appelle le processus de deuil. Rapidement, je vous montre le processus de deuil que la planète entière connaît et comprend. Celle qui parle d'étapes, celle qui parle d'acceptation, celle qui parle de marchander. De plus en plus, nos travaux utilisent d'autres théoriciens qui sont assez récents, qui datent des années 2000. Straub et Schott, une équipe qui vient des Pays-Bas, qui nous ont dépeint le deuil vraiment comme un processus oscillatoire. On se promène entre les réactions de deuil et la vie qui continue. J'ai même envie de vous dire, quand on quitte l'hôpital, la vie qui continue, c'est de chercher son auto dans le stationnement, puis c'est de devoir retourner à la maison. Et cette réalité-là, quand on s'y arrête, nous, tant en recherche qu'en clinique, comment ça s'est passé quand vous avez vécu l'expérience puis que vous êtes parti à la maison? Bien, les familles vont vraiment nous dépeindre ce processus oscillatoire. La vie doit reprendre,
mais je suis constamment vers des réactions de deuil. Et, et c'est ce qui nous amène à dire que le deuil, ce n'est pas quelque chose qu'on fait. On ne fait pas un deuil, on vit un deuil. L'oscillation va varier selon la personnalité, selon les expériences de vie, selon nos croyances. Puis là, je ne suis pas en train de parler de croyances religieuses. Les croyances, croire qu'un deuil ne devrait pas durer plus que 2 mois, croire qu'un deuil va m'amener à vivre ma vie comme avant. Une des notions que je trouve majeure à expliquer quand on parle du deuil, c'est la notion de paradoxe. Il y a des théoriciens qui en avaient parlé, qui dépeignent, tous les êtres humains vivent de paradoxes. Qu'est-ce qu'un paradoxe? C'est des contradictions. Le deuil est probablement l'expérience qui nous amène à vivre le plus de contradictions. Entre la peine et le soulagement. Parce que deux émotions contradictoires cohabitent dans un même moment. Entre vouloir parler et garder le silence. Entre vouloir parler, mais ne pas savoir quoi dire. Et là, ici, on touche aussi au paradoxe des intervenants qui vivent aussi les mêmes émotions. Entre vouloir dire, mais ne pas savoir quoi dire, entre vouloir vivre sa vie comme avant et concevoir que rien ne sera plus comme avant. C'est un paradoxe. Le deuil en est parsemé. Je pense que le don d'organes fait vivre justement des sentiments contradictoires, pas plus, pas moins, mais des contradictions qui peuvent être nuancées et différentes aussi. On a l'impression, puis avec l'aide médicale à mourir aussi, on le vit, contrôler des étapes, planifier la mort, mais ne pas savoir ce que le deuil sera. C'est une prise qui change et qui dérange les gens parce qu'on ne peut pas planifier comment on va se sentir après. Donc, ça amène les gens à vivre de l'impuissance et justement, voir la mort et la vie, parce qu'on donne la vie, c'est un paradoxe. Ça nous amène donc, comme intervenants, à devoir être sensibles justement à ces paradoxes-là et à enseigner aux êtres humains cette notion de paradoxe. Écouter et les identifier, d'être à l'écoute justement quand on est en train de vivre deux sentiments contradictoires. Puis moi, souvent, je dis aux familles, prenez le temps parce que dans un même moment, vous êtes dans deux émotions ou deux situations qui s'opposent. On n'est pas fait pour vivre ça. Fait qu'il faut normaliser ces émotions-là, être à l'écoute, respecter le rythme de chacun, expliquer justement ce que c'est le deuil, cette oscillation qui nous amène à être dans ces paradoxes, puis reconnaître que vivre un deuil, vivre un décès, ce n'est pas rien. Si on a un héritage de la pandémie, c'est de considérer l'importance que le décès d'un être aimé, ce n'est pas rien. On va philosopher quelques secondes parce que justement, cette approche aux personnes endeuillées, pour moi, est une rencontre entre des vulnérabilités et j'enseigne beaucoup cette notion de vulnérabilité que je chéris autant chez les intervenants que les familles. Deux êtres humains qui vivent cette vulnérabilité-là se rencontrent et on se connecte par nos émotions. Je fais référence à deux philosophes que j'adore, Gabriel Marcel, qui est un des philosophes qui a dit comment prendre soin de soi pour prendre soin des autres, et Martin Buber qui disait qu'on ne dit jamais tu sans dire je. On parle de soi. Donc, les êtres humains, on se connecte par justement nos émotions et notre vulnérabilité. Je me suis amusée depuis plusieurs années à créer cette théorie du miroir. On n'est pas en psychologie, on est en philosophie. Se regarder, se voir dans le miroir de l'autre. Et justement, que quand l'autre me reflète un état d'âme, ça se peut que je m'y retrouve et que ça me fasse réagir. C'est ce que les familles vivent entre elles, à des rythmes complètement différents, où on va avoir un membre de la famille qui est prêt, lui, à ce qu'on fasse un don, qu'on procède justement à débrancher un patient, mais pas l'autre. Et c'est ça, les paradoxes aussi. Et c'est ce que vivent aussi les intervenants. Dans mes travaux, je me suis rendu compte que quand on vit des émotions qui sont similaires, c'est là qu'on peut créer des relations extraordinaires.
Ce partage commun est un gage, justement, d'accompagnement qui sera soutenant et de qualité. Fait que quand on est conscient de l'image qu'on projette aussi et de l'image que l'on reçoit, ça devrait nous interpeller pour ralentir notre rythme, être à l'écoute, sentir le débit de la voix, porter une attention aussi différente à ce qui se passe autour de nous et reconnaître comment chacun se sent. L'entremise des miroirs, pour moi, de se connecter par cette entremise de miroirs est un gage justement de respecter ce rythme-là avec les familles. Je terminerai en disant, le deuil, c'est une douleur qui s'explique vraiment par l'amour que l'on porte à une autre personne. On a un projet en cours en ce moment où on a étudié le deuil 20 ans, 25 ans après, avec des gens qui avaient beaucoup d'émotions. On s'est rendu compte donc que le deuil, c'est complexe, pas compliqué, complexe. C'est un travail qui demande un temps, puis le temps est relatif, le temps s'arrête. On doit donc développer cette indulgence envers soi et ça devrait nous aider à réfléchir avec les rituels que l'on pose. Les rituels, c'est pas juste après, hein, quand on est au salon funéraire. Les rituels sont partout, à tout moment. Et je pense qu'ils jouent un rôle majeur dans la vie des personnes endeuillées. Pour moi, les rituels, c'est tout ce qu'on fait avant, pendant, après un décès. C'est des actions qu'on pose pour mettre une émotion, nos émotions, puis nos émotions contradictoires dans une même action. Puis ils peuvent être de tout genre. Hein? Ça peut être de les inviter à s'arrêter, à poser un geste pour la personne qui va mourir. Donc, avant, il y en a beaucoup. Ça peut être de récolter une mèche de cheveux, une empreinte de doigts, de main. Ça peut être d'écrire quelque chose. Les familles, les personnes endeuillées, dans le temps, ce sont des actions qui vont avoir beaucoup de sens. Et ça nous amène en fait au propos d'aujourd'hui. Comme intervenant, on a à les guider face à ces rituels-là. Puis j'ai envie de dire que de donner ces organes pour la personne qui va mourir, mais pour les proches, c'en est un rituel. Ça donne un sens à ce qui va justement être pour la suite. Mais le deuil, c'est quelque chose que les familles nous l'ont dit. On dirait que 2-3 mois après, là, c'est terminé. Il faut passer à autre chose. Il faut faire son deuil. Nos travaux le démontrent. On est en train de redéfinir qu'est-ce que le deuil. Ce n'est pas faire, c'est vivre. Donner un sens à l'expérience et d'avoir un soutien et une écoute. Je pense que Transplant Québec incarne le sens des rituels parce que justement, ces familles-là ne sont pas laissées à eux-mêmes après. On prend le temps avec eux de les rappeler, de prendre de leurs nouvelles. Et toutes ces petites marques d'attention sont vraiment importantes parce que ce n'est pas rien perdre quelqu'un que l'on aime. Et donc, tout geste qu'on va poser témoigne de cette complexité du deuil. Ça va nous laisser la place pour entendre un témoignage qui, je pense, reprend justement les éléments essentiels de ce que je vous ai présenté. Merci beaucoup, Madame Verdon. Bonjour, mesdames. Je me permets de vous demander dans un premier temps, est-ce que les propos tenus par Madame Verdon vous parlent? Et comment? Et comment? Quand elle dit on apprend à vivre son deuil, c'est vraiment ce que l'on vit. Pour moi, comme maman poule, j'étais très contente que Lisiane connaisse François avant. Et pour moi, déjà, quand je l'ai rencontré pour la préparation, elle savait qui j'étais. C'est pour ça que je me suis permis de dire maman poule, parce qu'effectivement, j'étais très protectrice pour François. Ce
que j'ai eu à vivre, c'est certain que j'aurais peut-être... Juste le mettre un peu Est-ce que plus ça près. va? OK. J'aurais peut-être aimé vivre ça en intimité, de façon familiale, mais j'ai appris aussi à entendre et à comprendre ce que mon fils voulait. Et pour lui donner ses organes, c'était extrêmement important. Il avait tellement souffert avec sa sclérose en plaques que pour lui, de permettre à 3 autres personnes d'être capables de vivre une qualité de vie qu'ils n'avaient pas avant d'avoir la transplantation, ben, pour François, c'était extrêmement important. Et pour nous, comme famille aussi, c'était un geste qui nous a aidés justement à bien vivre notre deuil. On a eu une préparation extraordinaire. Alors, je vais laisser à ma fille le soin de parler de ce qu'elle a vécu elle aussi, parce que ça a été intense. Je pense que, vous savez, on a vécu 2 choses en même temps, de voir François mourir dans la dignité et par la suite, sa transplantation. Il y a peut-être une petite chose que j'aimerais ajouter. J'étais en train d'oublier l'énervement. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on entend aussi beaucoup de commentaires de la part de nos proches lorsque on explique que François a décidé de donner ses organes. Et pour moi, un des commentaires qui m'a le plus touchée, mais qui m'a permis d'y réfléchir et d'expliquer, c'est d'entendre « Ah ben moi, si tu penses que je vais aller me faire charcuter après mon décès, il n'y en est pas question. » Pour moi, ce fut une grande surprise d'entendre ce commentaire. Mais là, après, je me suis dit, ah bon, mais il ne faut pas le regarder au premier niveau. Au contraire, il faut regarder la vie qu'il transmet à d'autres personnes. Et c'est ça qui est beau dans le geste de donner ses organes. Alors, vas-y, ma grande. Nathalie, je me permets de te tutoyer, on se connaît depuis assez longtemps. Ton frère est parti après une aide médicale à mourir, donc il y en a pour dire que tu as eu le temps de te préparer. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire, en fait? Est-ce que ça se prépare vraiment à un départ comme ça? J'ai envie de vous dire que François s'est bien préparé et nous a préparés. Oui, je faire sens à ce que Chantal disait tantôt par rapport au rituel. Il y en a eu beaucoup, beaucoup de rituels parce que François avait planifié, préparé. Ça a duré 6 ans, 5 mois et quelques jours de préparation. C'est ça. Donc, les rituels, bon, je reviens à ce que j'ai vécu. Il a décidé d'écrire sa biographie. Et 2 ans et demi, 3 ans avant de quitter, il a fait le choix d'écrire sa biographie. Et quand le processus a été assez avancé, il m'a demandé si je voulais réviser le texte et écrire avec lui. J'ai tout lâché. Hein? Ben, je n'ai pas lâché, mais j'ai pris congé de mon travail pour pouvoir être avec lui, pour l'accompagner dans cette histoire un peu folle, mais tellement pleine de sens pour moi. Évidemment, ça a été de reparcourir sa vie, son histoire, notre vie, et un peu la mienne aussi. Donc, tellement chargée, tellement intense comme expérience, mais tellement riche de sens aujourd'hui comme souvenir emmagasiné pour m'accompagner dans ce deuil. Puis, j'en reviens à ce que disaient tantôt les paradoxes, puis les rituels. C'est vraiment... autant on pense qu'on est prête, hein, on se prépare, c'est tout organisé, le salon funéraire, le spectacle, il avait fait un show final aussi, choisir des musiques, écrire le livre, l'imprimer, lui remettre, tout ça dans l'action, en fait. C'est beaucoup de rituels, mais beaucoup dans l'action, mais la journée qui part, on se prépare. On ne peut pas se préparer. On ne sait pas comment on va réagir. On n'a aucune idée. C'est une magnifique photo. Excusez, je viens de nous voir. Oui. Et
c'est après la journée du départ où on a tout fait. Puis j'entendais Chantal dire tantôt, quand on a quitté l'hôpital, ça s'est fait au CHUM. On devait ramener son chien Mira à son appartement. J'avais un rendez-vous dans l'après-midi au centre funéraire pour organiser, signer les papiers. Mais je me demande même comment j'ai fait pour penser que je pourrais faire ça dans l'après-midi. Mais on le fait. On fait les gestes. On est comme dans un nuage, j'ai envie de dire, mais accompagné, bien accompagné aussi. On va poser les gestes, on va continuer à avancer. Puis, c'est au salon funéraire dans l'après-midi, alors qu'on signe les papiers, puis que je suis là, pas là, je ne sais pas trop, là, on ne sait pas comment on se sent, en fait. Et j'ai reçu l'appel en revenant dans l'auto de Transplant Québec pour me dire qu'il y avait 3 personnes qui vivaient grâce aux dons que François avait fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai réalisé l'ampleur de ce geste qui nous avait apporté des contraintes, Des paradoxes, sans doute, Oui. hein, je pense que... C'est ça. De par ce qui devait se faire au niveau médical pour justement prendre les organes de François. Alors, les choix qu'il a fait le matin, vous aviez vu son bolide le matin, il a quitté son appartement pour se rendre à l'hôpital avec son bolide, comme il l'appelait. Et alors, on a dû se rendre à l'hôpital pour qu'il reçoive l'aide médicale à mourir. Et puis, j'ai envie de dire l'accompagnement, le soutien, bon, que Lisanne nous a bien apporté, sans la présence, la connaissance des lieux, parce qu'on a eu même l'opportunité, à la demande de François et à notre demande, de visiter l'hôpital, de savoir où on allait être cette journée-là. Tout ça, ça a été préparé. On a beau c'est sûr que c'est rassurant, ça nous enlève un stress de savoir où on va, comment ça va se passer, mais comment on le sait. On a des réponses à ces questions parce que c'est de l'inconnu, c'est très stressant, tout ça, mais j'en ai perdu toutes mes idées. Là. C'est correct. Ben, c'est bien correct. Hein, mais je ferais du pouce peut-être sur que, Cécile, vous avez bien dit tantôt que c'était ce que François voulait faire don de ses organes, mais c'est peut-être pas ce que vous auriez choisi parce que ça l'a impacté quand même votre processus à vous. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous vous êtes senti respecté quand même dans vos besoins? Est-ce que, comment vous avez vécu le don malgré que c'est peut-être pas ce que vous auriez souhaité dans un premier temps avec les contraintes là, qu'on connaît, là, entre autres, juste aller à l'hôpital pour recevoir l'aide médicale à mourir. Hein? Oui. Je dirais que pour moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le souvenir que j'ai de François, c'est un souvenir de lui encore vivant. Pourquoi je dis ça? C'est que, évidemment, lorsque l'aide médicale à mourir a été déclarée cliniquement morte, tout de suite, il fallait que ça se fasse rapidement pour que François monte en salle de chirurgie pour, évidemment, faire la transplantation. Mais ce qui s'est passé, c'est que pour moi, j'ai pas été dans le corridor le voir. Et j'ai toujours l'image de François avec son sourire, qui est vivant. Les adieux que je lui ai faits avant qu'il quitte. Et ça, pour moi, quand je pense et quand je revois François, je le vois encore je l'entends encore avec ses taquineries. Je le vois avec son originalité parce qu'il était un homme hors de l'ordinaire. Et c'est ça qui m'aide beaucoup, beaucoup à bien vivre le deuil et l'absence et le départ de François. Merci. Nathalie, je te reposerai la même question parce que je sais que ton parcours a été différent. Tu étais avec François au moment de son décès. Oui, alors que c'était pas prévu. Donc, on a beau vouloir se préparer, merci. On a beau vouloir se préparer, mais tout peut arriver.
Et François avait planifié comment il voulait quitter en présence de son chien et avec Lisanne et toute l'équipe, justement, qui était présente. Puis une demi-heure, 30 minutes avant de recevoir le soin, il m'a demandé d'être présente et d'assister avec lui. Il n'y a pas eu d'hésitation, mais j'ai envie de vous dire ça. Par rapport à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu, bon, encore une fois, Lisanne, la présence de Lisanne qui connaissait notre histoire, qui connaissait François, qui nous connaissait, a su, dans le contexte, bien réagir pour prendre la décision comment on allait faire ça. Parce que moi, c'est sûr que je me sentais un peu mal par rapport à ma mère, puis à mon conjoint, ma fille, qui était présent, mais qui n'était pas là, à ce moment-là dans la salle. Mais elle a su bien orchestrer, j'ai envie de dire, tout ça pour que François, à ce moment-là, ne voulait plus voir personne. C'était assez. Là. Il voulait une demi-heure avant, là, il n'était plus capable. Il y avait beaucoup de tension, beaucoup d'émotions très intenses. Et finalement, comme ma mère a décrit, elle a pu, à tour de rôle, sont venus voir François pour leur dire un dernier adieu. Puis moi, j'ai pu rester avec lui jusqu'au dernier souffle. Est-ce que tu aimerais nous raconter votre dernier rituel? Vous aviez une petite façon particulière de vous taquiner? Tu veux vraiment que je compte ça? Hein? On voit on se connaît bien. J'ai raconté ça même aussi à Chantal la dernière fois, la première fois qu'on s'est rencontrés. Puis là, ma mère qui rit. OK, on va raconter un peu notre histoire. En fait, François, c'est mon frère, c'est mon jeune frère. On n'est que deux dans la famille, d'où le deuil assez intense. Mais bref, je reviens avec... de très jeune, on se taquinait beaucoup, on se chicanait beaucoup. Maman en rit. Et puis, on se faisait des doigts d'honneur. J'oserais pas faire le geste pour juste comme ça. C'était un plaisir qu'on avait on va le dire, de s'écœurer. Puis, en vieillissant, c'est resté, mais c'est venu sous une forme de jeu. C'était à qui le ferait en premier. Puis là, c'est si tu l'as vu, non, non, c'est toi qui l'as vu. Puis c'était vraiment ridicule, mais ça nous faisait rire. Ça nous faisait beaucoup rire. On pouvait même, avec la technologie, s'envoyer des emojis qui faisaient le doigt d'honneur. Puis, je ne sais pas, on était restés enfants, puis on avait ce petit gag-là entre nous. Mais Lisanne a été témoin de ça, alors que François voulait rester avec son chien la dernière demi-heure. Son chien était là, mais je pense que le chien, il était plus trop significatif à ce moment-là. Il me tenait la main très, très, très fort, puis il m'a demandé, en fait, c'est moi qui lui ai dit, écoute, François, j'ai vraiment envie de te le faire, là, je te le fais, mais je ne ferai pas le geste parce que là, je ne veux pas faire ça devant tout le monde ici, parce qu'il y avait quand même quelques personnes alentour du lit, mais le rire de François à ce moment précis, le rire qu'on a eu alors que personne ne savait de quoi je parlais, ça a été un moment magique. On ne sait pas comment on réagit, on ne sait pas, mais ça a été de le faire rire, puis c'est la seconde qui a suivi, Il est parti en riant. en riant et en criant victoire aussi. Merci, merci pour le Ouais. témoignage. J'aurais peut-être une autre question. Je sais, je suis allée avec vous en plus, là, mais à la cérémonie de l'Association canadienne du don d'organes, vous avez inscrit François pour avoir la médaille du Bon Samaritain. Est-ce que vous voulez nous parler de votre expérience? C'est une merveilleuse expérience humaine qu'on a vécue à ce moment-là. Ça nous a permis de partager avec plusieurs familles ce qu'ils avaient vécu, le protocole, l'humanité qu'il y avait dans cette cérémonie. C'était vraiment réconfortant pour Nathalie et moi. Et par la suite, d'aller voir son nom gravé, ou comment on dit, c'est au fait? C'est notable. Ouais, ouais. Et pour nous, on dit
il a laissé sa trace. Il a laissé sa trace dans les 3 familles, mais il a laissé sa trace. Il a laissé sa trace aussi en donnant au suivant. Alors, pour nous, là, cette cérémonie-là, elle va rester gravée dans notre mémoire longtemps et pour toujours. Bon, je le disais tantôt, cette cérémonie-là, François n'a rien fait, intense personnage qu'il était, il n'a rien fait à moitié pour préparer son départ. Il avait pris soin, les 3 dernières années, il avait pensé à une vidéo qu'il voulait faire pour sa cérémonie au centre funéraire. Alors, il a présenté 11 chansons. Il s'est filmé pour décrire pourquoi il avait choisi cette chanson-là. Puis on a travaillé à choisir des photos pendant que la chanson jouait. Puis en fait, il a choisi vers la fin de cette vidéo-là, qui est absolument magnifique, le centre funéraire aussi, ça a été un moment très intense dans cette journée-là. Puis il a choisi My Way de Frank Sinatra. Et quand cette chanson-là va jouer dans son vidéo, on le voit avec son bolide parcourir les rues de Montréal. C'est magnifique. C'est un moment très émouvant de sa vidéo. Et puis quand on était à la cérémonie de clôture, oui, de remise des médailles, pendant la cérémonie, j'étais très émotive. Et puis, Marc Hervieux était là pour chanter. Et il a choisi de chanter My Way. Ça a été un moment, même que Lisanne m'a texté, ils m'ont dit c'est tout un moment. Mais évidemment, ça m'a permis, moi, d'évacuer, de pleurer, de me laisser aller. Puis, c'est particulier de se retrouver avec tant de personnes qui vivent la même chose, puis de partager, oui, la souffrance, la douleur, mais de ne pas se sentir seul. Et puis, de voir à quel point ce geste-là prend tout son sens, puis autant ça peut être difficile la journée du soin, de l'aide médicale à mourir, mais autant on comprend tout ce que ça peut apporter, la vie continue, puis c'est ça qu'on retient. Ce que je comprends, c'est que cette cérémonie-là, ça a peut-être un peu légitimé votre ressenti. C'est ça? J'aimerais juste que tu me rappelles ta question encore, s'il te plaît. Est-ce que cette cérémonie-là a légitimé ce que vous sentiez? Vous êtes senti comme faisant partie d'un tout? Oui, on s'est senti épaulé. On s'est senti en même temps honoré dans le geste qu'avait posé François. Et c'est bon de sentir qu'entre le moment où il y a eu, on était à l'hôpital et qu'il y a eu il y a eu la transplantation qui a été faite, il s'est passé un délai, un temps, mais un temps qui nous a permis d'apprendre à apprivoiser, parce que c'est au quotidien qu'on apprivoise. Alors donc, pour nous, quand on est arrivé à la cérémonie, ça a été un temps de recueillement, un temps d'être près de François, mais un temps de partage. Et c'est grandiose, mais en même temps aussi, on a pu voir qu'il n'y avait pas seulement la transplantation des organes de personnes décédées, mais qu'il y avait aussi l'autre partie de la transplantation qui était ceux qui ont donné un rein avec quelqu'un de la famille ou un ami. Et ça, pour nous, en même temps, c'était de voir la beauté du geste. Alors donc, et aussi toute l'organisation qu'il y a à travers votre société, c'est incroyable de voir autant les policiers, autant les bénévoles. Alors, ça nous a permis de vraiment voir
comment cette société-là, elle est à point dans notre société aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci plaisir. de votre témoignage, vraiment. Je passerai peut-être aux questions. En fait, je sais que... Merci. Chantal, voulais-tu dire quelque chose? Oui, ça marche. Je suis tellement contente de vous entendre témoigner justement des services après. Moi, une des questions peut-être que rapide, là, j'aurais aimé ça vous entendre. On se sent comment après dans le temps? Là, ça fait un peu plus d'1 an. Est-ce que c'est vrai qu'on repasse dans sa tête les événements? Absolument. Oui, il est ouvert. Oui, puis j'ai envie de dire, ça peut par moments être des images fortes. On peut être triste par moments, mais c'est cruel. Ça arrive par la porte d'en arrière, on s'y attend pas. Puis en même temps qu'il y a de la grande tristesse, mais il y a une paix, parce que François, c'est ce qu'il voulait. Il voulait quitter, ça faisait longtemps. C'est clair qu'on est apaisé en sachant qu'il est bien. Le vide, le manque, l'absence. Bon, j'ai fait une petite image ce matin en m'en venant ici. J'ai l'impression des fois que je suis comme sur une piste de danse. J'apprends à vivre avec l'absence, avec le vide, le manque, puis apprendre à danser, à faire des pas. Des fois, j'avance d'un, je recule de 2, des fois, je tourne en rond. C'est un peu l'image, mais sur cette piste-là, il y a plein de monde bien entouré, puis parfois, on reste figé, puis on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous tend la main pour nous aider à faire un pas. Parfois, on peut partir à courir, mais j'ai l'impression que l'important dans tout ça, c'est d'être bien entouré, autant par des professionnels que de nos proches. Mais bon, c'est mon besoin. Moi, j'ai besoin d'en parler. Puis j'ai envie de dire, danser sans musique, je pense que c'est ça qui est le plus difficile, c'est le silence qui reste après. C'est ce qui... François était très volubile en plus. Puis les images sont fortes. Je trouve que ça décrit bien l'oscillation dont tu parlais, hein, je ne me trompe pas. Hein? J'ai une question qui vient dans le question-réponse, donc ça s'adresse à vous. Est-ce que la famille a écrit ou reçu des nouvelles des receveurs? Non, nous n'en avons pas reçu. La seule chose que l'on sait, c'est plus Nathalie. C'est plus Nathalie qui peut en parler, parce que c'est elle qui a reçu le téléphone. Mais pour moi, c'était clair dans ma tête que c'était pas ça qui était important. L'anonymat, j'y tenais, et que de me dire, à quelque part, il y a quelqu'un qui vit mieux aujourd'hui parce qu'il y a un rein, l'autre, les poumons. Pour moi, c'est ça qui est plus important. Je n'ai pas besoin de savoir c'est qui, comment. Oui, merci. Est-ce que Nathalie, t'en es au même point? Ou... Absolument. On a simplement reçu 2 mois après que les 3 personnes étaient encore bien vivantes, puis que tout allait bien. Donc, la vie continue. C'est suffisant pour vous? Oui, ça nous a suffi. Merci. J'aurais une question pour Chantal. Y a-t-il des notions à garder en tête pour évaluer un deuil qui devient pathologique? C'est une excellente question. Et c'est pour ça que la théorie de l'oscillation est très utile, parce que dans cette nouvelle théorie qu'on utilise là, quand même depuis plusieurs années maintenant, c'est l'absence de l'oscillation qui nous donne un signe qu'il y a quelque chose à regarder puis à donner suite. Donc, ça veut dire autant quand ça ne va pas. Donc, si on oscille entre, moi j'appelle ça comme mes 2 bulles, celle de la peine puis du deuil versus celle de la vie.
C'est sûr que ma pratique clinique m'amène aussi à m'inquiéter quand les gens, justement, reprennent comme si de rien n'était. J'ai malheureusement vécu des expériences cliniques avec des personnes qui avaient justement ce discours, la vie continue, tout va bien, je fais comme avant. Donc, l'inquiétude, c'est quand il y a une absence d'oscillation. Mais souvent, les gens vont nous dire c'est des montagnes russes, puis je ne sais jamais si demain, ça va être une bonne journée. Mais cette oscillation, ces mouvements de vagues, ces montagnes russes sont un signe que le deuil chemine. Et après, ben, c'est dans le temps, c'est lors d'événements marquants, des dates d'anniversaire. On peut pas, les gens nous l'ont vraiment dit, dans le temps, ça va bouger différemment et c'est de s'accueillir dans ces moments difficiles-là. Donc, c'est ce que je répondrais au niveau de l'oscillation. Merci, merci. Prochaine question s'adresse à vous. Tu en as un petit peu parlé, Nathalie, mais brièvement sur l'appel de Transplant Québec là, pour te dire l'issue des transplantations. Et puis, il y a une question qui va en ce sens. Comment vous avez accueilli l'appel? Alors, je sais que tu étais dans un brouhaha, là, un nuage, comme tu l'as dit. Ben, je reprends le silence. En fait, c'est que dans cette journée-là, c'est très intense. Là. Le matin, il partait, là, on avait le rendez-vous. Et c'est comme si on nous dit, on vous oublie pas. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu. Il y a une suite, même s'il est parti, il y a de la vie encore. On prend la peine de nous appeler pour nous donner l'information. Ça reste un appel c'est une surprise. Je veux dire, on nous l'avait dit que ça arriverait, mais est-ce que j'ai enregistré l'information? Oui, peut-être, je ne sais pas, mais quand c'est arrivé, j'étais, mais ça l'apaise. Ça donne un sens à tout ça, finalement. C'est un peu ça. Et ça dit, OK, on comprend maintenant pourquoi il a voulu, parce qu'il y avait tellement de décisions, il y avait tellement de choses qui planifiait François, puis on a suivi, on est allé jusqu'au bout, on a répondu à toutes ses volontés, et ça, ben, on est allé jusqu'au bout, mais de comprendre quel impact ce geste avait, cette journée-là, j'ai bien compris. Merci. Cécile, de votre côté? J'ai un peu de misère avec le micro. Ce que je veux dire aussi, c'est que Nathalie et moi, on s'est fait des rites suite au décès de François. Un, c'est la première année de son anniversaire de décès. On a communiqué avec des personnes qui sont importantes pour nous et ça a été vraiment pour Nathalie et moi un moment où on a partagé le deuil qu'on a fait de François. Et on a reçu, comme pour Pâques, on a reçu un grand ami de François en partageant un repas de mets que François aimait manger. Et c'est des choses simples. Mais comme on disait tantôt, c'est la vie, c'est notre vie qui continue, notre vie de famille, notre vie dans nos liens d'intimité qu'on a partagés ensemble et qu'on continue à partager. En parlant de François, le dimanche de Pâques, là, son ami était chez nous. Ben, j'ai préparé le mets que François aimait manger à Pâques. On a rigolé, on a ri, on a pleuré, mais c'est ça qui fait partie de la vie et du geste qui est beau de dire, ben oui, François, il a rendu 3 personnes à vivre d'une façon beaucoup plus confortable. Et ça, c'est très consolant comme famille de partager ça. Donc, on se crée des souvenirs. Oui, c'est ça? Tout à fait. C'est exactement ça. Merci. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que le support offert a fait une différence dans votre deuil?
Je ne sais pas si vous avez vécu d'autres deuils qui ont été différents, mais dans le contexte du don d'organes, le support associé, est-ce que pour vous, ça a fait une différence? Oui, oui, ça a fait une différence. L'été dernier, j'ai perdu un de mes frères qui est mort seul chez lui et on l'a retrouvé après 4 jours. Et là, je me disais, comme on a été accompagnés, nous, pour le décès de François, accompagnés, préparés, on ne peut pas savoir comment on va réagir, mais que ça nous soit bien expliqué et qu'on visite même les lieux, c'est à quelque part de sentir des personnes aussi avec lesquelles on a appris à poser des questions, à demander. Parce que, évidemment, c'est un moment très, très, très émouvant qu'on vit. Et j'avais ma petite fille qui était là, le conjoint de ma fille, pendant que Nathalie était avec François, mais de partager avec des personnes qui comprenaient ce qu'on vivait. C'est ça qui est réconfortant. De ton côté, Nathalie, on a vécu l'instant ensemble, mais tu as eu quand même d'autres contacts par la suite. Oui, puis je pense que c'est, en tout cas pour moi, c'est ce qui a été le plus significatif parce que justement, hein, on a beau se préparer, oui, on a eu, c'était plus pour François, le soutien qui était là, présent. Moi, je suis allée me chercher du soutien près de chez moi, un service d'accompagnement, mais c'est après, justement, le fait que les dons que François a donné ses organes, puis que Lisanne, tu connaissais bien François, puis que tu étais présente lors de cette journée. Après, le soutien que j'ai eu le privilège d'avoir, parce que j'ai poursuivi avec Lisanne, c'était tellement important parce que justement, il y avait une personne qui avait vécu ça avec moi et c'était elle. Il n'y avait pas personne témoin de comment moi je me suis sentie. Et après d'avoir le suivi, euh, comme tu disais, Chantal, hein, ça aussi, on se promène, mais dans les moments où je me sentais vraiment pas bien, j'avais le soutien qui était nécessaire pour pouvoir continuer à fonctionner parce que, bon, je continue à travailler dans tout ça, euh, bien qu'un petit peu moins, mais pas faux, retirez-moi ces mots, monsieur et madame Faux, mais je voulais continuer à travailler, mais c'est pas possible. Il y a des journées où on peut pas. Et puis, d'avoir une ressource disponible si besoin, qu'on soit entendu, écouté, comprise, c'est très précieux. Merci. J'ai une dernière question du public. On vous parlerait pendant des heures, hein, mais on a un temps défini pour le webinaire. Alors, il y a quelqu'un qui demande euh, qu'est-ce que Céline, Cécile, qu'est-ce que Cécile et sa fille pourraient dire aux familles et personnes face au don d'organes qui pourraient inciter les gens à le faire et l'accepter pour les proches? Pour regarder la beauté et la continuité du geste que notre personne chère fait en donnant ses dons d'organes. C'est la vie qui se perpétue et qui continue. Et je pense que en ce qui me concerne, ça a été pour moi consolant de, de vivre cette expérience-là. Et je dirais aux personnes qui se questionnent, est-ce que oui, est-ce que non? Oui, allez-y. C'est un geste qui continue à, comment je dirais, à nous faire vivre le deuil, mais le deuil d'une façon où il y a la vie. Alors, c'est un peu la phrase qui résume ce que je ressens comme mère et face à ce don que François a fait. Je comprends que ça a comme une fonction d'apaisement sur Tout à votre fait. deuil. Tout à fait, c'est exactement ça. Je suis certaine que s'il n'y avait pas eu ce geste-là, je pense que mon deuil, en tout cas, aurait été encore beaucoup plus difficile à vivre
mais grâce au don d'organes, c'est toujours quelque chose de réconfortant et d'apaisant que je ressens. Merci. Nathalie? J'aurais juste envie de rajouter, c'est ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui aussi. Et c'est pas rien pour nous, cette démarche-là d'ouvrir, de nommer, ça fait aussi partie du processus là, d'être ici pour en témoigner. C'est grâce à ce geste que François a posé aussi, qui nous aide. Ben, merci. Merci beaucoup. Chantal, le mot de la fin? Quel privilège d'être ici, témoin. Peut-être que j'aimerais souligner que quand je vous ai rencontrés, d'emblée, vous avez toutes les deux nommé des grandes phrases. La première, c'est vivre un deuil. On l'entend beaucoup dans votre bouche, à quel point c'est quelque chose qu'on vit. Et puis, ce que vous avez aussi mentionné, c'est on apprend à vivre avec l'absence et le don d'organes fait sens dans cette réalité-là. Et donc, on n'accepte pas la mort d'un proche. On apprend à vivre avec son absence. Puis ça, je trouve que c'est important. Ce choix de mots est assez éloquent dans votre expérience. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous. Merci d'avoir été présents pour cette conférence annuelle de Transplant Québec. On se donne rendez-vous l'an prochain. Merci. Bonne journée.